Bonsoir chers téléspectateurs, fidèles amis d'Expression, émission de la chaîne de télévision Label TV, chaîne panafricaine internationale. Merci d'être avec nous pour partager des moments de culture. Je suis avec Innocente Courant. Innocente, bonsoir. Bonsoir Paul. Qui est aujourd'hui une fois de plus mon invité et que j'ai beaucoup de plaisir à avoir comme invité. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un chant écarlate de Mariama Ba. Et ensuite, dans la deuxième partie, vous aurez Carole Guissot, correspondante de Label TV à Douala au Cameroun, qui nous a fait un reportage. Et nous allons terminer par la chronique d'Innocente, le combat des actrices noires au cinéma et à la télévision. Innocente, avant de parler du chant écarlate, je voudrais représenter une fois de plus Mariama Ba et je ne me lasserai pas. Alors, Mariama Ba est née à Dakar, au Sénégal, en 1929. Elle reçoit une éducation musulmane traditionnelle. Cependant, son père, haut fonctionnaire et par la suite ministre de la Santé, obtient qu'elle aille à l'école française. Elle poursuit des études à l'école normale de Rufisque, au Sénégal, où elle obtient son diplôme d'institutrice en 1947. Elle enseigne pendant 12 ans, puis pour des raisons de santé, demande un poste à l'inspection générale de l'enseignement. Mariama Ba a donné le coup d'envoi de la littérature féminine africaine en publiant en 1979 une si longue lettre qui a obtenu le prix Noma en 1980. Mariama Ba décède l'année suivante, peu avant l'apparition de son second roman, Un chant écarlate, pour lequel nous sommes là. Mariama Ba a décrit sans manichéisme, avec sensibilité et mesure, les aspirations et les déchirements des femmes au sein de la société sénégalaise, et plus particulièrement à l'intérieur du couple. D'ailleurs, dans une si longue lettre, elle aborde le problème de la polygamie sans en remettre en cause le principe, mais en critiquant l'interprétation hypocrite que font certains hommes de la tradition musulmane. Dans ce roman, Un chant écarlate, elle évoque le mariage mixte et le problème du racisme blanc, tout aussi néfaste que le racisme noir. Voilà, Innocente, c'était une petite introduction sur Mariama Ba. Maintenant, quand on regarde le roman, que peut-on dire du titre de ce roman-là, Un chant écarlate? Un chant écarlate, le titre, comme la première de couverture, nous renvoie au rouge. Ce rouge qui est un rouge passion, un rouge de l'amour, de la passion incontrôlée qui devient danger. Et dès la première de couverture, on sent cette dichotomie en rapport avec le blanc et le noir, et ces deux aspects en rapport avec l'épiderme des protagonistes, qui est les deux personnages principaux de ce roman. Un rouge vif, un rouge du sang, un rouge des larmes ensanglantées, comme nous le montre la première de couverture, un rouge de l'amour et des lèvres, comme nous le montre notre éditeur, des lèvres de l'héroïne qui, en fin de compte, a subi cet amour-là qui est toujours rouge. Un titre donc très évocateur que l'on sent, que l'on voit d'ailleurs, comme tu le dis, sur la première de couverture. Mais maintenant, par rapport à l'écriture, on constate dans l'ensemble du roman quelque chose, que l'idée proposée dès le début du texte, dès le début, les premières pages, mais cette idée-là, on la sent qui continue tout au long du roman. Pourquoi Mariama Ba, à ton avis, a adopté ces structures narratives? Alors, dès les premières lignes de chaque chapitre, dès les premières lignes, nous avons l'idée qui va être développée dans tout le chapitre. Cela relève de la générosité de Mariama Ba. Son idée première nous est gentiment, nous est généreusement, nous est développée. Il propose au lecteur de partager avec elle le cheminement des personnages en rapport avec l'idée qu'elle a de la situation des personnages. Voilà, tout au long du roman, c'est comme cela. Dès qu'on lit un début d'un paragraphe, d'un chapitre, dès qu'on lit plutôt le début des parties d'un chapitre, c'est l'idée qui nous accompagne jusqu'à la fin. Et il y a toujours cette phrase conclusive en rapport avec ce que nous rappelle l'idée du début. C'est vrai qu'il y a une tension narrative qu'on sent dès le départ, et Mariama Ba nous prend par la main et ne nous lâche plus.
Et on a beaucoup de plaisir à suivre. Hein. On a beaucoup de plaisir à l'accompagner. En général, moi personnellement, je n'aime pas les romans qui suivent servilement l'axe du temps. Mais avec Mariama Ba, c'est un cheminement pluriel. C'est un accompagnement de l'auteur, de l'autrice, hein, qui a envie d'être avec nous, de partager avec nous ce que vivent ces personnages. D'accord. Et dans cette narration, d'ailleurs, que peut-on dire des adjuvants et des opposants? Est-ce que dans les péripéties, on sent cette présence? On sent la présence du narrateur, on sent la présence de l'autrice, on sent la présence du lecteur. Le lecteur est interpellé à chaque étape de la vie des personnages. Le lecteur est interpellé en ce qui concerne l'axe du temps, le cheminement sur l'axe du temps. Et Mariama Ba nous montre comment ces personnages évoluent. Au final, on pourrait le dire, elle affirmait aisément que c'est un roman psychologique, dans la mesure où il y a très peu de descriptions physiques. On sait que quelqu'un est noir, quelqu'un est blanc, après on est beau, on est jeune, c'est tout. Mais il n'y a pas de détails concernant l'aspect physique des personnages. Par contre, avec la façon que Mariama Ba a de nous accompagner tout au long du roman, on sait parfaitement qui sont ces personnages sur le plan psychologique. Le portrait moral est aisément déroulé. Pourtant, il n'y a pas cette description servile où on nous dit, voilà, mais tout au long du roman, au final, on a un portrait complet. Un portrait moral complet de tous les personnages. Tous successifs, c'est ce qu'on sent. Et à la fin du roman, on peut cerner la psychologie, catégoriser tous les personnages de ce roman-là. Et distinguer les vrais opposants, les adjuvants. Voilà, nous avons les vrais adjuvants, ceux qui aident, comme Ali. Ali qui est le compagnon des premiers jours de Mireille et d'Ousmane, qui les a accompagnés et qui est resté lucide, qui n'a pas été emballé par cette guéguerre qu'il y avait entre ceux qui voulaient Mireille et ceux qui ne voulaient plus de Mireille. Lui, il a été lucide jusqu'au bout. Et après, il y a la maman les mamans, puisque les deux mamans ne voulaient pas de ce mariage-là. Les hommes sont plus en retrait, même si le père de Mireille a eu à lâcher le mot raciste pour traiter Ousmane de nègre. Mais ce qui est très très important, c'est que Mireille est avec certains, elle est sans d'autres personnes, mais ce qui est sûr, Mireille est celle qui a défrayé la chronique, celle par qui tout est arrivé, celle par qui... Je pense que Mireille ne s'est pas battue. Elle n'a pas voulu se battre parce qu'elle avait raison. Elle avait raison et elle a laissé le temps faire son œuvre. Elle n'a pas voulu se battre pour attirer certains. Elle a fait des efforts pour s'intégrer à la famille, c'est clair. Mais on ne voit pas un personnage qui se bat pour se dire « Ah non, je vais rallier tout le monde à ma cause ». Elle a laissé le temps faire, elle avait raison de le faire, mais au final, nous connaissons l'issue de ce roman. Et tout à l'heure, dans ce que tu as expliqué, tu as parlé justement du racisme. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, quelle est la place du racisme justement dans un champ écarlate? Parce qu'on a l'habitude de parler du racisme des Blancs à l'égard des Noirs, mais Mariama Ba a voulu toucher du doigt quelque chose qu'on n'a pas tendance à évoquer, le racisme noir à l'égard des Blancs. Mariama Ba, toujours, est une grande humaniste. Elle a l'art de décrire, elle a l'art d'écrire, elle a l'art de traiter sans complaisance tout ce que les Africains en général, les Noirs en général refusent d'aborder par hypocrisie. Et justement, voilà pourquoi elle nous parle de ce racisme-là, le racisme des Noirs à l'égard des Blancs. Nous nous rappelons de la formule de la mère d'Ousmane, Nulul Khesson. Et c'est à l'égard de son petit-fils qui est métis. Et puisqu'il est métis, il n'appartient à personne. Il n'est rien au final. Il n'est ni noir ni blanc. Il n'est ni blanc ni noir, ce qui veut dire qu'au final, il n'est rien. Et Mireille, la pauvre, a subi ce racisme-là. Elle n'était pas raciste,
Elle n'était pas raciste, comme d'autres personnes ne sont pas racistes dans le roman. Je reviens à Ali. Ousmane n'était pas raciste, mais on ne comprend pas comment il a pu changer. La mutation d'Ousmane est très surprenante. Et en général, les conjoints blancs subissent les affres du racisme noir quand ils veulent s'intégrer à une famille noire. Ce n'est pas seulement l'apanage de la société sénégalaise, hein, mais en général, il y a beaucoup de familles où, par ignorance, puisque le racisme est toujours le fruit de l'ignorance, par ignorance, on voit qu'il y a des souffrances subies par ceux qui ont eu le malheur d'avoir moins de mélanine que nous dans des familles africaines. Je vais aborder un sujet dans lequel je sens que tu es très tranché. Mariam Ba aussi traite de la polygamie, n'est-ce pas? Mariam Ba traite de la polygamie parce que Ousmane a trouvé le moyen de chercher une coépouse à Mireille. Parce que ça ne fonctionnait pas, selon lui. Peut-être qu'il avait la nostalgie des sensations liées à sa culture traditionnelle en ce qui concerne les plaisirs charnels, je ne sais pas. Les atours, le béto, le touraï, le gongo. Oui, tu entres dans les détails. Moi, je dirais tout simplement que ce sont les atours, les plaisirs liés au couple en rapport avec... La sensualité sénégalaise par excellence. Et la polygamie, nous revenons à la polygamie avec Mariam Ba. Et Mireille ne pourra pas, en tout cas Mireille devra accepter la deuxième épouse d'Ousmane. Et moi je suis contre la polygamie. Et le terme exact c'est polygynie, dans la mesure où gynie, femme, poly, plusieurs. Et la polyandrie, poly, plusieurs toujours, et andro, c'est les hommes. Le terme exact, c'est polygynie, mais je dirais polygamie comme tout le monde. Hein. Et la polygamie, elle est purement culturelle. Elle n'est pas institutionnelle, elle n'est pas naturelle, elle est purement culturelle. Et quand on dit que les hommes sont naturellement polygames, c'est parce que justement, socialement, ils sont formatés à se dire qu'ils ont le droit d'avoir plusieurs épouses, plusieurs voitures, plusieurs villas. Mais je pense que le pendant, si on veut aller vers le pendant opposé, et si on veut aller vers le genre opposé, et qu'on se dit, mais tiens, pourquoi pas la polyandrie pour équilibrer, puisqu'ils puissent sentir ce qui se passe. Mais la polyandrie, comme la polygamie, est une institution bien ancrée dans certains peuplades, dans certains groupes sociaux. Par exemple, je donnerai que deux exemples, il y en a plusieurs autres, hein. Je donnerai que des exemples. En Afrique centrale, il y a un groupe social qui pratique la polyandrie pour des raisons économiques. Il faut le partage des terres, il faut cultiver les terres. Un autre groupe social qui est au Groenland, lui, ce sont les Inuits. Alors les Inuits, ils ont une femme à deux époux. En général, ce sont deux frères. Et un des frères va à la chasse. Et l'autre frère reste, puisque le climat est très rude, l'autre frère reste pour protéger la famille qui est restée dans le campement. Et voilà, ce qui veut dire que ce n'est pas naturel. C'est chaque société qui, suivant ses objectifs, soit suivant ses choix... ou des contraintes peut-être. Peut-être des contraintes, hein. Acceptent ou pas la polygamie. Et il y a des sociétés qui traditionnellement ou bien religieusement sont regardées comme des sociétés polygames, parce qu'on pense que justement, certains pensent que la polygamie est liée à l'islam. Un pays comme la Mauritanie, les Maures par exemple, on voit rarement, pour ne pas dire jamais, de Maures polygames. Pourtant la République, elle est islamique, et ce sont les musulmans pour dire qu'il y a plus la tradition qui est le soubassement de la polygamie plus que la religion. Après, on peut interpréter le texte en sa faveur ou pas et puis dire qu'on est polygame parce que justement l'islam accepte la polygamie. La polygamie, j'entends bien, mais quand tu parles de polyandrie, subhanallah, chers téléspectateurs, j'espère qu'à ce moment-là, vous n'avez pas bien écouté ni entendu. Voilà. Mais Innocente, c'est peut-être parce que Mariam Ba, on n'aura jamais le temps de parler d'elle ni d'une si longueur. On a choisi juste de parler de certains aspects. Mais quand on lit Mariam Ba, on la sait, on la connaît féministe, n'est-ce pas?
pourtant, il semble que dans son roman-là, elle donne souvent aux femmes des caractères très peu nobles. Est-ce qu'il y a des explications à cela? L'explication à ce que tu appelles des caractères à certains personnages, c'est l'honnêteté. Comme tu l'as dit dans la présentation, je pense que j'ai compris cela dans la présentation, que Mariama Ba fait une peinture sans complaisance de la société sénégalaise, avec cet aspect du mariage mixte. Mixte par rapport à la couleur de la peau, mixte par rapport à la religion. Mais Mireille avait réglé le problème, parce que Mireille a accepté de se convertir à l'islam, en dépit de l'opposition de ses parents, par amour, pour qu'il y ait une harmonie au sein de son couple, et pour que ses enfants puissent naître de mères musulmanes. Et ça, c'est une conviction pourtant. Nous savons tous que l'islam accepte que l'épouse d'un musulman soit ce qu'on appelle les gens du livre. Si je veux traduire le sens de l'idée, les gens du livre. Et Mireille aurait pu rester chrétienne. Mais la société sénégalaise, à bien des égards, quelquefois, elle choisit de fermer les yeux sur des aspects vrais. Le vrai, du dogme religieux. Et voilà, Mireille aurait pu, mais elle n'est pas restée catholique, elle est allée se convertir à l'islam. Ça montre son envie de rendre Ousmane heureux. Je pense qu'elle a rendu Ousmane heureux. Maintenant, je ne sais pas quel degré de perversion s'est emparé du cerveau d'Ousmane pour qu'il devienne ce qu'il a été avant d'épouser une deuxième femme. Voilà pourquoi je crois qu'elle a perdu la tête et ça se termine tragiquement, ce roman-là. C'est un roman à la fin qui, comme tu l'as dit, psychologique, mais au final, tragique par ce qu'elle a tenté de faire à Ousmane, c'est qu'elle a fait subir à Ousmane. Oui. Mireille a perdu, si on peut résumer cela en disant, on peut résumer la résolution, si on a cherché une résolution au problème, il n'y a pas eu de résolution au final, mais la situation finale, c'est que Mireille a perdu la raison. Absolument, c'est ça. Innocente, je voudrais quand même, parce que je crains que les téléspectateurs ne comprennent pas bien les différentes définitions que tu as données. Est-ce que tu peux revenir sur la définition de polygamie, polyandrie et polygynie? Bien. La polygynie, poly, plusieurs, nous avons deux racines, poly, plusieurs, et gynie, femme, comme gynécologue, voilà. Et nous avons polygynie. Polygynie, c'est le fait qu'un homme possède, un homme épouse deux femmes. D'accord? C'est la polygynie. La polyandrie, poly, comme toujours plusieurs, et andrie, andros, homme, c'est le fait qu'un homme, qu'une femme plutôt, a deux époux. Deux seulement, pas plus de deux. Plus de deux. Deux ou plus. Deux ou plus. Je n'ose pas penser plus de deux. Bien. Alors, deux ou plus. C'est pour les femmes aussi, je n'ose pas penser qu'on puisse avoir plus de deux épouses, même si nous constatons autre chose dans la société d'aujourd'hui. Alors, nous avons polygynie et polyandrie. Maintenant, le terme de polygamie, c'est le terme qu'on utilise tout le temps pour parler de cet homme-là qui a plusieurs épouses. Quatre épouses. Bien. Et maintenant, je dis polygynie parce que c'est le terme consacré. Mais je reviens à polygamie pour mieux vous faire comprendre. Mais le terme exact, dans le lexique, le terme consacré, c'est polygynie. Ce qui veut dire qu'au final, polygynie et ce qu'on dit polygamie en général, dans le langage courant, sont des mots synonymes. D'accord. Mais Innocente, je t'ai entendu, je le sens, et tu l'as déclaré haut et fort, que tu es contre la polygamie. Bon, très bien. C'est lié à quoi? C'est d'abord peut-être la religion, parce que tu te dis que c'est lié à la religion, parce que je sais que... Non, ce n'est pas lié à la religion. Parce que dans l'islam, c'est une recommandation. C'est autorisé, c'est permis. C'est un droit. C'est un droit. Mais ce n'est pas une obligation. D'accord. Et je sais d'ailleurs que l'islam instaure des fondements très rudes, très durs d'abord, pour vivre cette polygamie-là. Je me sens... Les règles sont très strictes. Oui. Donc à la limite, très peu d'hommes sont capables de respecter ces préceptes-là. Je ne me sens pas capable. Je ne me sens pas loin
pour oser remettre en question le principe. Le principe, surtout par rapport à l'islam, je n'ose pas. À la tradition, je peux me lancer. La tradition, c'est souvent en rapport avec des raisons économiques. Avoir beaucoup d'enfants pour cultiver ces terres, avoir beaucoup plus d'épouses pour gérer tous ces enfants-là, ou bien avoir beaucoup d'épouses pour faire tous ces enfants-là qui vont gérer les terres. Oui, voilà une des raisons, la raison économique. Mais sur le plan humain, surtout de nos jours, ce problème ne se pose plus. Et pourtant, la polygamie, la polygynie, si j'aime... À de beaux jours. À de beaux jours encore devant elle. Et ce ne sont pas les préceptes islamiques ou les préceptes traditionnels qui vont changer quelque chose. Dans la mesure où, je pense qu'on ne sciera jamais la branche sur laquelle on est assise. Et les hommes, le genre masculin a tellement d'avantages sociaux à rester polygame que je ne vois pas cela changer du jour au lendemain. Et il y a cet argument-là que je trouve empirique, qui voudrait que il y a les statistiques qui disent qu'il y a certaines statistiques qui disent qu'il y a plusieurs qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes plutôt que d'hommes. Mais le lapsus est révélateur, je ne le pense pas. Parce que tout simplement, on a plus de veuves aussi. Physiologiquement, les femmes ont une longévité supérieure à celle des hommes. Mais si on compte les femmes qui sont les grand-mères et les arrière-grand-mères, mais bien sûr, il y en aura beaucoup plus. Il ne faut pas se limiter et refaire des recherches, se limiter à la tranche d'âge des femmes en âge de procréer pour voir est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. En tout cas, moi, ces statistiques, je n'y crois pas beaucoup. Après, il y a aussi cette envie de justifier l'injustifiable. Aucune femme, je pense qu'aucune femme ne partage son mari de gaieté de cœur. Très bien. Mais Innocente, si tu es contre la polygamie, je pense peut-être qu'il y a un aspect dont on ne parle pas. Et que dire des femmes qui n'ont pas de mari et qui veulent se marier et qui voient des hommes mariés se présenter devant elles? Que dire de ces femmes-là qui sont veuves et qui voudraient vivre dans le cadre d'un mariage, mais un mariage avec un homme déjà marié? Qu'est-ce que tu fais de ces femmes-là? Moi, je vais... Doivent-elles rester célibataires ou comme ça? Moi, je vais revenir... Ou bien s'unir dans les liens d'un mariage permettre de vivre harmonieusement sa vie sentimentale, religieuse et tout le reste? Oui, je vais revenir. On est avec Un chant écarlate de Mariama Ba. Je crois que je vais revenir à Une si longue lettre de Mariama Ba. Elle nous a déjà donné son opinion concernant ces situations des femmes qui se disent qu'elles ne peuvent pas faire autrement parce qu'il n'y a que des hommes mariés qui se présentent. Et est-ce que si ces femmes-là étaient premières épouses, est-ce qu'elles aimeraient qu'il y ait une autre femme qui vienne leur emboîter le pas? Je me pose la question. Je ne cherche pas la réponse et c'est par rapport à cela que Mariama Ba a élaboré sa thèse. Heureusement, parce que je n'ai pas de réponse. Elle a bien dévoilé sa thèse quand elle l'a bien affirmée. Hein, je pense que pour délibérer, elle a affirmé sa thèse qui dit qu'il ne faut pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. D'accord? Nous ne devons pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse. Et ça, elle l'a montré aisément. Quand l'héroïne de ce roman-là, Une si longue lettre, a vu un homme qui l'a connu depuis toujours vouloir l'épouser, parce qu'étant toujours amoureux, qu'est-ce qu'elle a déclaré? Elle n'a pas accepté qu'une femme vienne violer son foyer, il ne faudrait pas qu'elle le fasse à une autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser comme cela? Et en ce qui concerne le mariage et en ce qui concerne la vie en général, ne faisons pas à autrui ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Ça, c'est des paroles d'innocentes. Moi, je voudrais quand même lire un clash qu'il y a eu entre Mireille et son père. Parce que moi, ce qui me choque dans ce mariage-là, c'est que Mireille n'a pas suivi ses parents et allait contre vents et marées épouser ce garçon-là. Moi, c'est dans ce contexte-là que je suis vraiment gêné qu'une fille qui a tout laissé, qui a tout subi, suive un homme. Et un jour, cet homme-là va prendre une deuxième femme, une troisième, une quatrième. C'est ça qui me met personnellement mal à l'aise. Oui, mal à l'aise. Je pense que tu es mal à l'aise parce que Mireille a, depuis toujours à l'égard d'Ousmane, une attitude très saine. Exact. Alors, je voudrais lire quand même le clash qu'il y a eu entre son père et elle.
Le calme plat des habitudes acquises fut bouleversé ce soir-là dans la résidence diplomatique. Parce que le père Mireille ne retrouve pas une photo d'Ousmane. Mais après un temps, on va découvrir que le père a retrouvé cette photo-là. Le calme plat des habitudes acquises fut bouleversé ce soir-là dans la résidence diplomatique. Mireille revint de son cours à 18h après avoir passé des moments agréables avec son ami. Elle montait en chantonnant les escaliers. Mireille! La voix durcie de son père rugissait de la salle de séjour, plongée dans l'obscurité avec ses rideaux tirés. Elle se retourna. Ses yeux aperçurent sa mère dans une attitude rigide qu'elle ne lui connaissait pas. D'un grand cendrier placé entre ses parents, débordait des mégots de cigarettes éteintes à peine entamées. La photographie, son secret percé. Ousmane livré dans sa chemise rouge à la colère de ses parents, sa poitrine nue à la merci de leur mépris. Elle fit front et avança lentement. Elle atteignit son père, se baissa pour le baiser rituel et se heurta à un menton cogneur. Elle n'osa plus embrasser sa mère, dont l'attitude crispée interdisait toute approche. Jean de la Vallée, c'est son père, le diplomate, retira d'une enveloppe la photographie. Mireille souffrit d'en voir le papier froissé et jauni. Maltraitée, la photographie portait des rainures comme des marques de griffes. Avec moi, la photographie avait eu droit à des égards et des soins. Connais-tu bien ça? Attaqua son père et il enchaîna méprisant. Tu connais bien ça, car ça t'est dédié. À Mireille que j'aime, Ousmane. Il exhibait la photographie tenue entre deux doigts, dédaigneusement, comme si elle était porteuse de gerbes microbiennes. Sa mère, tête baissée, assistait à l'affrontement. La blancheur du chemisier qu'elle portait accentuait la teinte livide de son cou et de son visage. Ses mains posées à plat sur ses genoux tremblaient nerveusement. Mireille reçut ça avec fierté. L'image qu'elle connaissait si bien pour l'avoir observée sous divers angles s'animait à nouveau comme dans un passé récent où elle lui dédiait œillade et sourire, où elle lui parlait de tendresse, d'espoir et de projet. Ça était important dans sa vie. Ça était son bonheur. Ousmane se mouvait à travers ça. Leur communion à nouveau versait en elle une douce chaleur. Le sortilège de l'amour à nouveau opéré, né du visage au très fin de la poitrine nue, de la chemise rouge, de la mer bleue, du rocher gris, des soleils du regard. Là, on sent Mariama Ba. Aux pages 55 et 56 de cette édition des nouvelles éditions africaines, oui. On sent là Mariama Ba à travers les propos de Mireille qui tient tête à son père, qui tient tête aux diplomates, qui dit partout, qui clame partout dans toutes les réunions mondaines que c'est un homme qui aime l'Afrique, c'est un homme qui aime les Noirs, etc. Et qui vient dire, en parlant de son beau-fils, ça. Et c'est ça que Mariama Ba a répété. Et c'est ça qui a galvanisé, au contraire, au lieu de créer une extinction de l'amour chez cette fille-là, non, au contraire, la galvaniser et la jeter davantage dans les bras de Ousmane. Innocent, un dernier avis, et on termine par là. Ici, la Mariama Ba que tu aimes? Oui, bien sûr. Je suis une inconditionnelle de Mariama Ba. Et dans ces pages-là, la page 55 à la page 56, nous voyons une Mariama Ba qui dévoile son humanisme, qui dévoile son féminisme. Même si c'est à travers une femme qui n'est pas de l'Afrique, elle dévoile son humanisme africain, son féminisme africain pour voler au secours de l'amour. Donc, chers téléspectateurs, c'est un roman que nous vous recommandons, qui est très actuel. La polygamie, tout ce qui est traité, le racisme, qui aujourd'hui prend des ampleurs et se révèle aujourd'hui sous la lumière du jour, sur la lumière des réseaux sociaux, et qui nous montre que le racisme n'est pas simplement le racisme occidental, le racisme des Blancs à l'égard des Noirs, mais le racisme des Noirs à l'égard des Blancs, et quelquefois même le racisme des Noirs à l'égard d'autres Noirs, à l'égard d'autres groupes sociaux. Et ce qui est vraiment dommage. Voilà, nous allons nous en tenir à cela, et une petite pause, chers téléspectateurs, et nous passons à la deuxième partie. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs. La deuxième partie, comme annoncé, c'est un reportage que nous a gracieusement fait la correspondante Carole Guissot à Douala. C'est la représentante de Label TV à Douala. Nous allons suivre et vous allez voir.
Voilà, tout juste là derrière moi, vous l'avez reconnu, c'est le buste d'une des pharaones les plus vénérées pour sa beauté et sa force, la pharaone Néfertiti. Son histoire, vous pouvez la trouver ici en profondeur à la Fondation Afrique Avenir, fondée en 1985 par l'un des dignes fils du continent, le prince Koumanoué III, qui a également tenu à rendre hommage à un illustre fils africain, le Sénégalais Cheikh Anta Diop, qui a une bibliothèque ici à la Fondation Afrique Avenir. Le prince Koumanoué III, qui est derrière tout ceci, va nous expliquer l'histoire de cette fondation et pourquoi avoir tenu à rendre hommage à Cheikh Anta Diop. Bonjour Prince. Bonjour madame. Vous êtes le fondateur de Afrique Avenir. C'est quoi cette fondation? La Fondation Afrique Avenir International, c'est une structure qui interroge, qui veut répondre à plusieurs questions. D'où vient l'Afrique? D'où vient l'Africain? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Africain au fil des millénaires, au fil des siècles, au fil des décennies? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment est-ce que la mémoire de l'Africain a été effacée? Regardez n'importe quel pays africain aujourd'hui, avec l'éducation coloniale et post-coloniale qui est professée dans les écoles et dans les universités, les Africains n'ont plus leur mémoire. Ils n'ont plus de repères. Donc il fallait absolument une fondation qui se consacre à ce travail. Et non seulement les repères, mais aussi voir, ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ou qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans les pays africains. Et quelle est l'audace des Africains pour inventer un monde meilleur pour les Africains demain. Donc c'est ça que nous faisons. La bibliothèque Cheikh Anta Diop est un endroit où vous pouvez quand même trouver beaucoup d'éléments de réponse. Beaucoup d'éléments de réponse que vous ne trouverez pas dans les bibliothèques universitaires. Je suis professeur, donc je sais de quoi je parle. Vous ne trouverez pas dans les bibliothèques universitaires, dans la plupart des bibliothèques universitaires africaines, parce que le paradigme n'a pas trop changé. On importe les livres que les autres ont écrits sur l'Afrique, dans le meilleur des cas. Sinon, le savoir, la science, c'est les autres. Et nous, on est là pour recevoir, on est des réceptacles. Alors, comme vraiment dans mon cursus universitaire et dans les débats aussi avec Cheikh Anta, on a vu l'aberration. L'aberration. Alors, il fallait absolument, petit à petit, découvrir, c'est-à-dire enlever les couvercles qui nous cachent la vérité. Nous avons même une école doctorale ici. Mais ici, vous n'apprenez rien sans d'abord interroger dans votre spécialisation scientifique quel est d'abord l'héritage scientifique africain. C'est-à-dire que vous voulez faire médecine, vous voulez faire droit, vous voulez faire sciences et économiques. Ici, à Afrique Avenir, on vous demande d'abord d'étudier l'héritage scientifique africain dans l'économie. Avant qu'on ne vous parle de Keynes et de tous ces théoriciens-là qui ne sont pas des Africains et qui ne connaissent même pas la réalité africaine, mais surtout qui osent vous proposer des solutions. Donc ici, vous devez d'abord, en tant que scientifique, et c'est pour ça cette bibliothèque, parce que Cheikh Anta Diop était un homme rigoureux, bien sûr pluridisciplinaire, mais surtout rigoureux. Il ne s'amusait pas, c'est-à-dire qu'il ne se contentait pas de dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, il faut la démonstration scientifique. Bon. Donc, c'est ça la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Et vous voyez, Cheikh Anta, quand même, il a souffert, hein? Il a osé. Et parce qu'il a osé, il n'a pas été pardonné. Quand Cheikh a soutenu sa thèse à la Sorbonne, on a d'abord refusé. Il a fallu qu'il insiste, qu'il soutienne encore pour qu'on accepte. Mais on l'a marginalisé. Et s'il n'y avait pas eu Alioune Diop pour faire les éditions Présence africaine à Paris,
je ne sais même pas si on aurait su qui est Cheikh Anta Diop. Parce que c'est structuré de telle manière que toi, l'Africain, là, tu es là pour consommer le savoir des autres et ce que les autres te disent. Mais tu n'es pas là pour réinventer, mettre en question ce que l'Européen, l'Américain a déjà écrit. Et c'est ce que lui, il a fait. Il a osé. Et non seulement il a osé, mais il a fermé la bouche à tous ces gens-là. Vous comprenez? Donc c'est ça. Quand je lui ai rendu visite à Dakar, dans son laboratoire radiocarbone, il me dit, tu sais, je n'ai pas le droit, l'université n'était pas loin, puisque c'était à côté. Il me dit, je n'ai pas le droit d'enseigner à l'université de Dakar. Est-ce que les gens savent ça? Les gens qui sont même assis aujourd'hui à l'université de Dakar, qui s'appelle l'université Cheikh Anta Diop. Il dit, c'est ici, dans cette bibliothèque, dans ce laboratoire, que je donne mes enseignements, que je donne mon savoir, et souvent ce sont les étrangers qui viennent. Mais l'université, c'était à l'époque de Senghor encore. Il n'avait pas le droit d'enseigner là-bas. Parce que justement, toi l'Africain là, tant que tu ne te plies pas à être le réceptacle, à partir du moment où tu réclames que toi tu inventes et que tu mets en question tout ce qui existe, tu deviens un ennemi à abattre et à isoler. Bon, c'est pour ça donc que, et vous savez, quand Cheikh Anta est décédé, il était ici, au Cameroun, il était à Yaoundé. On avait organisé un grand colloque à Yaoundé, et Cheikh est venu, il a professé pendant plusieurs jours. Et c'est quand il est rentré, je crois quelques semaines après, qu'on vient m'appeler pour me dire, mais viens à la radio parce que Cheikh Anta est décédé. Je dis, qu'est-ce que vous racontez? Donc, et vous comprenez, donc il ne restait même pas seulement chez lui, il allait professer, même si, oui, je crois que c'est à la fin de sa vie qu'il pouvait maintenant donner des cours à l'université. Et je me rappelle encore cette conversation, je ne pourrais jamais oublier ça, parce qu'il dit, à la fin, là, donc, oui, Senghor n'était plus au pouvoir, c'est Abdou Diouf qui était là. Maintenant, bon, on avait dit, il peut, et on lève l'interdiction. Et il me dit, ces jeunes-là, c'est-à-dire donc ceux qui étaient au département d'histoire, veulent que moi je leur écrive que je veux venir enseigner. Voilà, donc c'est pour ça que cette bibliothèque, quand je l'ai créée en 1985, ben, c'est normal, et surtout à partir de 93, on a dit non, ça c'est la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Parce que sa démarche scientifique, il fallait bien qu'elle trouve un refuge quelque part. Quand je suis allé à Dakar dernièrement, il y a peut-être 3 ans, je suis retourné au laboratoire, à son laboratoire radiocarbone, et vraiment, l'Afrique. Ce laboratoire n'a pas continué. Le laboratoire radiocarbone de Cheikh, quand vous allez là-bas aujourd'hui, mais je ne sais même pas si on peut dire que c'est un musée. Bon, c'était pour répondre à votre question. Pourquoi cette démarche, pourquoi la bibliothèque s'appelle Bibliothèque Cheikh Anta Diop? Vous pensez qu'il faut perpétuer l'œuvre des héros africains tels que Cheikh Anta Diop? Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner à l'Africain la fierté de sa race, la fierté de son histoire, etc. Il faut multiplier mettre la vérité scientifique dans les livres. Arrêter cette propagande occidentale dans l'éducation de l'Africain. C'est aussi simple que ça. Puisque l'Afrique a inventé l'humanité. Il faut bien qu'on nous dise quel est le domaine scientifique qui n'a pas ses origines en Afrique, qui n'a pas ses origines africaines. Qu'on me dise.
Vous savez, les Anglais en Grande-Bretagne, c'était en 2000 combien là 2018, ils ont publié leur ancêtre. On a vu que c'est noir. La Grande-Bretagne. J'ai publié ça dans mon livre, L'Afrique reprend sa place. Est-ce que c'est les Africains qui ont dit? C'est les Anglais eux-mêmes qui disent voici notre ancêtre. Il est noir. Il faut mettre la vérité scientifique sur la table et mettre ça dans les programmes scolaires. Il y a aussi ceux qui disent que si vous voulez cacher quelque chose à l'homme noir, à l'Africain, mettez-le dans un livre. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, dans un livre, dans une langue qui n'est même pas la sienne, pourquoi vous allez lire des livres en français, des livres en anglais, pour découvrir la vérité qui vous concerne? Les Africains, ça ne les intéresse pas. On lit parce qu'on veut réussir un examen dans le système qui nous est imposé. Une fois qu'on a réussi l'examen, là, le livre, là, on jette ça à côté. Celui-là t'apporte quoi? Tu perds ton temps. Tandis que mettez, c'est-à-dire la documentation de l'Africain qui concerne l'Africain. Vous allez voir comment il va lire. Mais dites-moi voir si, parce que c'est pour ça que je dis qu'on arrête de donner des slogans qui sont complètement faux. Demandez à un Français de France, que pour toute sa science, il doit aller puiser ça dans la langue chinoise. Tu veux être ingénieur, ou tu veux être politologue, ou tu veux être même littéraire, en France, si tu ne fais pas ça en chinois, tu n'es personne. Vous pouvez vous imaginer ça. Dites ça en français. Que maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est le chinois. Vous allez parler le chinois à tous les... Bon, à un moment, avec le temps, 100 ans, les gens vont se conformer. C'est parce que pour manger, il faut peut-être avoir un diplôme, etc. en chinois. Mais après, est-ce qu'ils vont encore aller, les belles lettres, les histoires d'amour, ils vont chercher ça dans le livre en chinois? On fait des faux procès aux Africains. Vous leur enlevez leur langue, vous leur enlevez leur écriture, et vous voulez qu'ils lisent vos livres. Et les livres que vous avez écrits sur l'Africain. Après, vous dites que non, les Africains ne disent pas. Si tu veux cacher quelque chose, tu écris ça dans un livre. Il faut changer les paradigmes. Merci, frère. Je vous en prie. Voilà, j'espère que ça vous a permis de voir des mécènes, des gens qui sont prêts à se donner entièrement, des gens qui sans calcul s'investissent pour la littérature, pour la culture. S'il y avait 2 messieurs ou 3 ou 4 comme celui-là dans tous nos pays africains, je pense qu'aujourd'hui, ce problème qu'on a par rapport à la lecture ne se poserait pas. Voilà, chers téléspectateurs, nous passons directement à la toute dernière partie de la chronique de Innocente, la lutte des femmes noires, des actrices noires dans le monde du cinéma et de la télévision. Je vais parler malheureusement d'un problème, parce que c'est un réel problème, un problème qui n'est pas prêt d'être résolu. Cela va avec cette gangrène qui mine nos sociétés respectives, qu'on soit en Occident ou en Afrique. Et on voit ce combat de ces femmes, actrices, au cinéma, à la télévision, ce combat qui commence avec la publication d'une œuvre collective intitulée « Noir n'est pas mon métier ». Et j'en reviens à penser à Omar Sy, qui a eu ce talentueux Omar Sy, notre Omar Sy national, notre incontournable Omar Sy continental. Mondial, américain, mondial. Et notre Omar Sy mondial,
qui, je te répète, oui, et c'est notre Omar Sy mondial qui a magistralement interprété Arsène Lupin. De prime abord, il y a quelques années de cela, de quelques décennies, on ne peut pas penser qu'Arsène Lupin puisse être joué par un acteur noir. Et je pense que c'est un pied de nez à un réalisateur qui avait renvoyé à un acteur noir. Je ne peux pas te donner un rôle en ce moment parce que je n'ai pas de rôle pour les Noirs. Il n'y a pas de rôle pour les Noirs. On a un rôle parce qu'on a la capacité, on a les compétences de l'interpréter. Il n'y a pas de rôle indiqué comme on le fait souvent au cinéma, à la télévision, les Noirs, les femmes, je reviens aux femmes, les femmes qui ont des rôles d'infirmières, jamais de chirurgienne. De ménagère. De ménagère. Jamais de chirurgienne, jamais de... avocate noire, c'est compliqué. Voilà. Et gardienne d'immeuble noir, oui. Celle qui ramasse les poubelles, oui. Soubrette noire, oui. Oui. Et justement parce que tu parles de soubrette dans la mesure où, en général, les rôles de femmes noires, surtout quand elles sont très belles, a des connotations souvent érotiques. C'est l'hyper-érotisation des actrices noires. Et quand une actrice refuse, n'est-ce pas, d'être liée à toute cette situation qui est très très désagréable, quand on a un minimum de dignité, c'est compliqué. C'est compliqué pour ces actrices-là de travailler. Et il y a eu un documentaire qui a suivi, n'est-ce pas, cette œuvre collective qui a eu un énorme succès. Après, ces actrices, grâce à cette œuvre-là, collective, ont monté les marches du Festival de Cannes pour affirmer leurs idées. Et il y a un documentaire qui est plus récent, de Aïssa Maïga et d'Isabelle Simeoni, intitulé Regard noir. Regard noir dans la mesure où le cinéma ne donne pas toute sa place aux minorités. Ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on en parle. Ça a commencé aux États-Unis et maintenant en Afrique. Voilà, les minorités, ce sont des acteurs appartenant aux minorités sont des professionnels qui n'ont pas le droit de travailler autant. Et pire encore, qui ne sont pas aussi bien payés. À rôle égal, au niveau de rôle égal, aux compétences égales, mais les actrices noires en général sont moins bien payées que les actrices qui ne sont pas noires en France par exemple. Même au niveau des mannequinats, hein? Oui, c'est déplorable, c'est déplorable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait penser? Il faudrait penser qu'il faut continuer à se battre et puis faire valoir ses compétences. Parce qu'au final, quoi qu'on dise, le respect, c'est la compétence. Exact. À un moment donné, qu'on le veuille ou non, ce sont les qualités professionnelles qui vont faire qu'on respecte les actrices noires. Il faut refuser de tomber dans le piège des clichés. Et oui, c'est difficile quelquefois parce que quand jouer est un gagne-pain, et à un moment donné, nous savons les problèmes qu'ont en général les acteurs dans le monde du cinéma, qu'ont les intermittents du théâtre, tous ces artistes-là dans le spectacle vivant, nous savons les difficultés qu'ils ont pour vivre souvent de leur art. Après, est-ce qu'on peut dire non alors qu'on a des factures à payer? Ça, c'est une question. Toujours est-il que c'est la dignité qui doit être mise en avant. Et la vérité triomphe toujours. C'est toujours très compliqué, c'est peut-être utopique de dire qu'on change le monde, c'est utopique de dire qu'on veut arrêter la mer en tendant les bras. Et elles ont peut-être l'habitude, elles ont peut-être la sensation de nager à contre-courant. Mais oui, il faut tenir bon. Absolument, tenir bon. Et d'ailleurs, l'exemple que tu as donné est excellent. Justement, Omar Sy, qui aujourd'hui montre que ce n'est plus la mélanine, c'est les compétences qui comptent. Ce sont les atouts qu'on a, les arguments qu'on a qui peuvent permettre de se mettre au devant de la scène. Et moi, je vais terminer par cette phrase-là qui devient quasiment une sorte de maxime. Comment tu dis, c'est la compétence qui... Répète-le aux téléspectateurs. Alors, je disais que le respect, c'est la compétence. Très bien, chers téléspectateurs, le respect, c'est la compétence. N'ayez pas peur de bousculer, n'ayez pas peur de faire tomber les murs. Arrêtez, refusez de vous faire mettre un plancher sur la tête, un plafond de verre. Le respect, c'est la compétence. Soyez compétents
et on vous acceptera et vous irez où vous voudrez aller. C'est par là que je vais terminer. Merci de nous avoir suivis. Innocente, merci beaucoup. Merci Paul. Excellente soirée à tous. Nous vous donnons rendez-vous dans une quinzaine de jours. Bonne soirée et portez-vous bien.